bien, bienvenue dans ce nouvel atelier de notre journée très engagée proposé par le collectif 1310. Nous avons le plaisir d'accueillir maintenant le professeur Ivan Krakowski, qui est le président de l'AFSOS, l'Association française des soins oncologiques de support. Bienvenue, professeur. Merci beaucoup de votre accueil. Alors, nous avons prévu une session vraiment interactive. L'idée pour nous, c'est d'être à l'écoute des questions des patients, donc touchés par un cancer du sein métastatique, pour leur laisser le temps, finalement, de vous poser des questions, professeur. J'en ai quelques-unes. La première, c'est tout simplement, est-ce que vous pouvez nous dire ce que sont les soins de support et notamment la différence avec les approches complémentaires et notamment parce que dans l'étude qu'on avait faite, l'enquête qu'on avait faite avec le collectif 1310 sur l'annonce du cancer du sein métastatique, il était ressorti que beaucoup de patientes, au moment de ce diagnostic, de cette annonce de la maladie métastatique, ne se voyaient pas proposer de soins de support. À la limite, on ne leur réexpliquait pas ce que c'était. Et beaucoup d'entre elles nous disent qu'elles sont finalement très peu, qu'elles accèdent très peu aux soins de support. Voilà, une très bonne question pour commencer, cette définition, et puis de recadrer, redonner le périmètre un peu des soins de support, et puis rappeler qu'effectivement, quand on a une maladie métastatique, quand elle n'est pas d'emblée, c'est une rechute. C'est vrai que nous, les médecins, on a tendance à penser que la patiente sait tout et se souvient de ce qui s'est passé, et c'est vrai que c'est bien de rediscuter de ça. Alors, la définition des soins de support, la première fois qu'elle est apparue, c'est en 2005, dans la circulaire sur l'organisation des soins. Et ça faisait depuis les années 90 que beaucoup de professionnels se structuraient et y pensaient. Donc, c'est les soins et les soutiens qui vont être offerts aux malades porteurs de maladies graves. D'ailleurs, les soins de support ne s'appliquent pas qu'à la cancérologie. Dans la définition, on était une dizaine, on avait bien pensé que d'autres pathologies pourraient en bénéficier. Et ces soins et ces soutiens vont être offerts aux patients dès la phase diagnostique, tout au long de la maladie, et y compris lors des séquelles, qui est guérison ou qui est malheureusement effectivement une maladie non curable, même si aujourd'hui, évidemment, le pronostic des maladies non curables s'est considérablement amélioré avec les progrès thérapeutiques. Mais l'idée, c'est ça. Et vous comprenez bien que les soins palliatifs, hein, sont un des aspects des soins de support qui vont être offerts aux patients dans des situations beaucoup plus avancées. Notre objectif, c'était d'offrir un peu la même philosophie des soins palliatifs, cette prise en charge globale, le contrôle des symptômes tout au long de la maladie et dès la phase de l'annonce. Alors oui, votre autre partie de question, c'était quelle différence avec les soins complémentaires? Alors, il y a beaucoup de définitions actuellement autour de ces pratiques qu'on dit non conventionnelles, hein. Il y a un terme officiel qui est PNCAVT, pratique non conventionnelle à visée thérapeutique. Hein, on parle bien de thérapie et non pas de médecine, parce que toutes ne font pas appel à des professionnels médecins. Et il faut avoir les idées très claires. Ces pratiques non conventionnelles ou complémentaires n'ont aucune place dans le traitement du cancer lui-même. Hein, la chirurgie, la radiothérapie, les traitements médicaux ne font jamais appel à des pratiques non conventionnelles, non validées, hein, même si certains farfelus gourous peuvent encore pousser des patientes et des patients à s'engager dans des voies qui sont souvent, enfin qui sont toujours catastrophiques. Par contre, ces pratiques non conventionnelles, on peut en citer certaines, hein, l'acupuncture, les pratiques sophrologiques, les pratiques de nutrition, etc., ou compléments alimentaires, bien encadrés, etc., et d'autres approches. L'activité physique adaptée qui n'est plus maintenant une pratique non conventionnelle, elle est inscrite maintenant comme une pratique conventionnelle. Ces pratiques-là peuvent être un aspect des soins de support. Si je prends l'exemple de la douleur, par exemple, eh bien, on va donner aux malades des traitements médicamenteux, et puis à côté de ça, on va pouvoir développer une prise en charge par hypnose, par exemple, ou des stimulations transcutanées, des pratiques qui sont, enfin, quoique ces pratiques-là sont presque conventionnelles. Voilà l'exemple typique, hein, des pratiques non conventionnelles. Donc jamais pour le traitement du cancer, possiblement dans la prise en charge des symptômes liés au cancer ou au traitement, et sous réserve que les pratiques soient évaluées. Je reprends l'exemple de l'acupuncture. Il y a des référentiels qui ont été produits. D'ailleurs,
toutes les patientes qui sont avec nous peuvent accéder à ces référentiels sur le site de l'AFSOS. Et on a validé l'indication de l'acupuncture dans les nausées-vomissements liés aux chimiothérapies. Ça ne veut pas dire que l'acupuncture est efficace dans tous les domaines. Hein, on réserve bien ces pratiques sur des études qui ont été contrôlées. Très bien. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ces approches, qu'elles soient donc soins de support, approches complémentaires, au sein de l'AFSOS, vous avez donc l'idée de voir finalement le besoin d'accompagnement en plus des traitements, on pourrait dire, de façon globale, et donc aussi de rendre visibles ces référentiels qui permettent d'accompagner les symptômes, les différentes difficultés. Donc voilà, on vous invite à aller découvrir ce site qui est très très riche et qui a une partie dédiée donc aux soignants et une partie qui est accessible au grand public. Pardon, Laure, je voudrais insister sur quelque chose. On demande souvent quelle est la preuve d'efficacité de ces soins de support. Et globalement, il y a deux réponses. Premièrement, il y a une réponse scientifique. On a montré maintenant que les soins de support non seulement amélioraient la qualité de vie, mais dans de nombreux essais, et probablement dans presque tous, je pense, toutes les situations, sont susceptibles également d'améliorer la survie, le contrôle de la maladie. Hein, on donne toujours l'exemple de dire, est-ce qu'on peut imaginer qu'une patiente qui est dénutrie, dépressive, douloureuse, insomniaque, va recevoir les traitements dans les mêmes conditions qu'une patiente qui est bien entourée et qui est dans des bonnes conditions. Donc c'est un peu du bon sens, mais on commence aussi à structurer les études cliniques qui montrent que c'est effectivement très important d'avoir une bonne gestion des soins de support dès le départ. Et il ne faut plus avoir de situation où, par exemple, une patiente va renoncer à un traitement parce qu'elle a trop de nausées ou parce que le traitement entraîne des effets X ou Y. Ça, il faut vraiment essayer de lutter contre ça. Et les soins de support ont cet objectif. Alors, la maladie cancer du sein métastatique, c'est souvent une longue histoire et tant mieux, mais ça veut dire aussi qu'on peut imaginer que les besoins en soins de support dans ce long chemin peuvent être différents en fonction des moments. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont, à votre avis, justement les soins de support les plus importants à peut-être redécouvrir ou solliciter au début, au moment de la période où on annonce la maladie métastatique, et souvent finalement quand même un grand choc sur soit une maladie qui est déjà dans différents organes, soit une maladie qu'on pensait avoir guérie, qu'on avait eue il y a quelque temps, qui était suivie depuis des années et qui tout d'un coup revient lors d'une récidive. Quel est votre conseil pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont dans ce début, on va dire, de prise en soins pour un cancer du sein métastatique? Le conseil déjà, c'est que d'établir une relation vraiment, j'allais dire, intime avec l'équipe ou avec certains membres de l'équipe. Et ça, il faut favoriser ça. Ça peut être avec le médecin, peut être aussi avec l'infirmière, et de pouvoir être en confiance, se confier et pouvoir rapporter des symptômes sans avoir l'impression d'embêter, entre guillemets, le professionnel. Souvent, les patients nous disent, oui, ben, je ne vous ai pas parlé de ma douleur parce que je ne voulais pas vous embêter avec ça. Et puis, d'abord, ce qui compte surtout, c'est de guérir mon cancer. Donc ça, c'est vraiment des choses importantes. La deuxième chose, c'est que je ne peux pas répondre à cela parce que on est vraiment dans une démarche de personnalisation de la prise en charge. Et pour certains patients, ça va être un symptôme X. Pour un patient, une autre patiente, ça va être un symptôme Y. Et il faut simplement que l'équipe soit en mesure d'offrir la bonne réponse, orientée vers le bon professionnel en fonction de ses besoins. Si je prends l'exemple de l'alopécie, qui est moins fréquente maintenant avec de nouvelles approches, il y a, vous le savez très bien, certaines d'entre vous qui disent, oui, bah, l'alopécie, j'ai les cheveux courts, je vais m'arranger, je mettrai une perruque de couleur, ça va être fun. Et puis pour d'autres d'entre vous, c'est un drame absolu et mon mari va me voir comme ça, etc. Donc on voit très bien que là-dedans, pour certaines patientes, on va tout faire pour que ce symptôme, cet effet indésirable soit contrôlé. Pour d'autres, ce n'est pas un problème, donc on va passer peut-être à autre chose. Mais bon, il faut aussi que voilà, on soit dans un discours de vérité. Et puis, une fois qu'on a dit ça, on a presque tout dit, parce que voilà, on va être capable d'en discuter simplement, avoir quelqu'un qui peut offrir du temps, et les infirmières de pratique avancée, les infirmières de coordination, là, ont un rôle très important pour nous faire remonter des difficultés
Et moi, il m'arrive régulièrement d'offrir une consultation supplémentaire parce qu'une patiente s'est plainte de ne pas avoir eu le temps de bien expliquer son problème ou elle n'a pas compris quelque chose. Et ce temps, entre guillemets, perdu, qu'on pourrait penser perdu pour le médecin, c'est un temps gagné parce que voilà, ça va être plus facile de discuter, on va clarifier les choses et ce sera au final très, très positif. Mais bon, j'allais dire, c'est avoir confiance en son banquier, en son notaire, en son pharmacien et en son médecin fait partie des choses assez évidentes et il faut vraiment établir ça. Et c'est pas le plus facile. Alors, avec le collectif 1310, l'enquête qu'on avait menée, donc à la fois sur l'annonce du cancer du sein métastatique, mais aussi sur la charge mentale qu'il représente, il était sorti qu'au début du parcours, beaucoup de patientes auraient aimé ou apprécient qu'on les oriente vers un psychologue, hein, donc le soutien psychologique fait partie des soins de support. Pour les personnes qui sont en activité professionnelle, qu'on les oriente aussi, enfin en tout cas c'était la recommandation du collectif à l'époque, qu'on les oriente vers une assistante sociale, puisque dans tous les cas, et on l'a vu aujourd'hui à maintes reprises avec notamment des interactions avec l'équipe de Dominique et de Juris Santé, il y a beaucoup de questions qui se posent pour les personnes, j'allais dire, en termes de droits de revenus et de comment gérer les choses. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez, enfin, est-ce que c'est quelque chose que vous retrouvez dans les pratiques un peu partout, dans l'accès aux soins de support pour les personnes en situation métastatique? Oui, je crois que enfin, je faisais une généralité tout à l'heure en disant on personnalise. Mais effectivement, parce que les deux aspects que vous évoquez sont fondamentaux. Il va y avoir quelquefois une détresse psychologique terrible. D'autres fois, elle peut être moins importante, mais elle peut être aussi un peu masquée. Et en tout cas, ce qui est important pour l'équipe d'oncologie, c'est d'offrir, de donner la possibilité de recourir à ça en le conseillant, hein, en disant, voilà, alors ça, c'est beaucoup les infirmières d'annonce qui ont un peu cette liste en tête et qui vont adapter. Mais effectivement, il faut savoir offrir ces soins de façon presque un peu systématique en disant, bon, c'est vrai que vous avez l'air bon, de bien accuser, de bien réagir, d'être battante, mais voilà, psychologiquement, c'est toujours une période difficile. N'hésitez pas, prenez contact, voilà, la psychologue est là, etc. Et sur le plan social, évidemment, en fonction du niveau socio-professionnel, du type d'activité, employé ou artisan, les problèmes sont très différents. Et je salue ici Dominique qui a beaucoup participé justement au référentiel sur les démarches administratives. Où il y a, voilà, sur le site de l'AFSOS, il y a un peu ce référentiel tout à fait important qui va indiquer justement les choses auxquelles il faut penser quand voilà, on rentre dans la maladie, que ce soit primitivement ou lors d'une maladie métastatique. Donc allez toutes lire et tous lire ce référentiel, hein, qui voilà, traite par le détail un peu les choses à penser. Et merci beaucoup. Et quand on repense justement aux différentes étapes, aux différents hauts et bas, un peu, et différentes lignes de traitement que vivent beaucoup de patientes qui ont des cancers du sein métastatiques, finalement, est-ce qu'il y a, entre guillemets, des bilans de besoins en soins de support qui sont faits régulièrement par les équipes? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut, j'allais dire, solliciter? Je vous donne un exemple précis. On a eu un atelier intéressant ce matin sur tout ce qui était diététique et nutrition. Et on a bien vu qu'il y avait vraiment deux grands pôles. Il y a des patientes qui, notamment, euh, en début de parcours peuvent avoir des traitements qui ont plutôt tendance à les faire grossir. Donc, quand on prend 8-10 kilos dans l'année, bon, bah, c'est quand même pas facile à gérer. Et puis, bien sûr, d'autres patients qui, elles, ont des traitements depuis longtemps, peut-être certaines chimiothérapies ou thérapies ciblées qui ont un impact plus au niveau digestif et qui, elles, sont plutôt en risque tout d'un coup de perdre du poids assez rapidement. Donc, on voit bien que il y a besoin d'être épaulé différemment. Voilà. Et comment ça se passe à ce niveau-là? Est-ce que vous avez des recommandations aussi pour les patients? Les recommandations, là, encore une fois, c'est autour des infirmières d'annonce, enfin du médecin évidemment, et des infirmières d'annonce, que les choses doivent se jouer. Les infirmières d'annonce ont cette liste, entre guillemets, de soins de support à offrir. Souvent, ce sont des infirmières expérimentées qui ont déjà travaillé en service de chimiothérapie, etc. Et elles vont bien être capables de repérer un peu les besoins.
Alors, il y a un sujet important, chacun réclame en cette période électorale des moyens, évidemment, les soins de support également. Bon, on a entendu que les consultations de psychologues allaient être remboursées en partie. C'est un pied dans la porte, évidemment, hein. Les sommes qui sont allouées ne sont pas à la hauteur du temps passé, mais c'est quelque chose, c'est une somme de reconnaissance depuis une dizaine d'années qui sont faits sur les soins de support, les accès aussi aux diététiciennes. Et moi, je voudrais insister sur le côté soins de support dit intégré. C'est-à-dire qu'à côté de toutes ces équipes-là, les soins de support doivent être intégrés dans les services d'oncologie ou de chirurgie. Et il faut que là, il y ait la possibilité d'avoir, pour tout nouveau malade, le passage voilà, de l'assistante sociale, le passage de la diététicienne. Ça, on se bat pour que dans les services, il y ait systématiquement cette connotation. Ça, c'est vraiment très important. Et il faut aussi, je pense que voilà, grâce à vous, le niveau d'information des personnes malades et de l'entourage s'accroît. Il ne faut pas hésiter à voilà, solliciter, réclamer, écrire aux directions quand il n'y a rien qui est fait. Hein, on avait au congrès de l'AFSOS une présentation de la Haute Autorité de Santé, hein, qui va maintenant intégrer les soins de support dans les certifications des établissements. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que demain, un établissement qui n'a rien fait sur la douleur, ce qui est quand même plus qu'exceptionnel, ne soit plus autorisé à pratiquer la cancérologie. Je pense qu'on n'en est pas vraiment là, mais on commence à serrer un peu le boulon. Et les experts de l'HAS disent, quelquefois on observe qu'un établissement rémunère un professionnel pour faire une pratique non conventionnelle, voilà, plus ou moins efficace en termes scientifiques. Et à côté de ça, il n'y a pas de structure douleur, il n'y a pas de convention avec un autre établissement pour la structure douleur. Vous voyez, il y a des choses un petit peu anachroniques comme ça. Et ça, tous ensemble, il faut qu'on essaye voilà, d'harmoniser tout ça. D'ailleurs, il y a un panier de soins de support qui a été voilà, établi, hein, qui comporte les soins de support fondamentaux, la prise en charge de la douleur, de la nutrition, l'activité physique, les soins palliatifs, bien sûr, la psycho-oncologie, voilà. On espère très rapidement que la socio-esthétique sera inclue. Hein, tout ce qui est atteinte à l'image corporelle est un vrai problème aussi au long cours. Donc ça, c'est vraiment les fondamentaux pour lesquels il faut exiger que les établissements soient organisés. Et puis, il ne faut pas oublier que vous êtes de plus en plus à la maison. Et là aussi, l'hôpital doit s'organiser pour favoriser les prises en charge à la maison, créer des liens, des interfaces maintenant voilà, avec les visios, etc., qui soient utiles. Donc voilà, on voit qu'on est vraiment dans une dynamique aussi de sortie de l'hôpital qui est très bien pour les patientes, hein, mais qui nous complique un peu la vie, c'est vrai. Hein, je dis toujours, voilà, quand j'ai commencé mes études, quand on avait une chimiothérapie pour un cancer du sein, on restait 3-4 jours à l'hôpital pour le recevoir, voire plus. Hein, aujourd'hui, vous le savez très bien, vous venez en hospice de jour, il y a une consultation, vous restez quelques heures et vous repartez chez vous. Donc le contact entre l'équipe et les patients et l'entourage est plus délicat, plus compliqué. Et ça, c'est quelque chose auquel faut penser. Du coup, je rebondis un petit peu sur les messages là, de Magali qui demandait justement est-ce que tous ces soins de support sont proposés dans tous les centres et hôpitaux. Donc finalement, c'est ce que vous dites. La HS va, on va dire, motiver tout le monde à ce qu'il soit proposé. Maintenant, il y a pas mal de commentaires, notamment de Chris qui dit finalement ce qui est quand même aussi un peu difficile, notamment pour les patientes qui ont une maladie métastatique, qui peuvent être, comme vous le disiez, plus à la maison, malgré tout perturbées par cette maladie qui est quand même un grand choc et une vraie difficulté dans le quotidien. C'est difficile que ce soit quand même aux patientes d'aller demander, etc. On aimerait en fait, et je crois que le collectif 1310 s'est en partie mobilisé sur cette question, que finalement on pense d'emblée à proposer, à dire que ça existe, en sachant très bien que toutes les patientes n'auront pas besoin forcément de tout, voilà, mais que comme ça évolue dans le temps, au moins qu'on leur présente à toutes cette possibilité d'accompagnement et peut-être d'en reparler à certains changements, par exemple,
quand on change d'étape dans la maladie, changement de ligne de traitement par exemple, qui peut amener des nouveaux besoins. Voilà, je trouve que ça ressort pas mal. Est-ce que Dominique, toi, tu veux remonter d'autres questions ou est-ce que tu as des réflexions à apporter sur les soins de support? Ouais, professeur, il me semble qu'il y a quand même des soins qui sont des soins de support qui sont obligatoires dans les établissements qui obtiennent des autorisations en cancérologie. Vous pouvez peut-être nous les rappeler. Bah oui, c'est celle, enfin obligatoire, oui, Normalement, ils sont financés quand même, ceux-là, de tout ce qui est assistant social, psychologue, c'est quand même un minima. Enfin, quels sont les soins de support à minima que devrait proposer un établissement qui a l'agrément pour faire de la cancérologie? Ouais, ouais. Bah, on est dans une phase qui est pas stable. Si on prend l'exemple de l'assistance sociale, dans les centres lutte contre le cancer, dans les grosses cliniques ou de cancérologie, on va avoir une assistante sociale ou deux assistantes sociales qui vont gérer ces situations. Dans des hôpitaux beaucoup plus gros, généraux, le rapport entre nombre de lits et personnel n'est pas à la hauteur. Il faut dire les choses. Hein, les assistantes en ville, on parle beaucoup de la ville, souvent ont des tas de choses à gérer qui n'ont aucun rapport avec la cancérologie. Et elles sont quelquefois un peu perdues pour ça. Et c'est les assistantes hospitalières qui vont les aider. Donc tout est, j'allais dire, engagé, mais tout n'est pas à niveau. On sait par exemple que pour les structures de prise en charge de la douleur, il y a une réunion au ministère lundi, euh, on a cru à un moment donné que les choses étaient gagnées, il y a eu des professeurs qui ont été nommés, des choses qui se sont mises en place, et puis on s'aperçoit que les gens vieillissent et que la relève n'est pas totalement assurée. C'est vrai aussi en oncologie médicale, hein, on est en train on est dans une période un peu de creux, donc ça va revenir. Donc j'allais vous dire, j'essaye de parler vrai. Oui, et vous qui êtes voilà, malade, comme le disait Magali, c'est pas à moi de demander quand même ce à quoi j'ai accès. On devrait me l'offrir. Hein, et encore une fois, les infirmières d'annonce sont un peu dans ce rôle. Mais bon, il y a deux choses. C'est aide-toi, le ciel t'aidera. Je pense que ça reste malheureusement quelque chose qui est vrai dans la vie. Et puis, comme disait André Gide, tout a été dit, mais comme personne n'écoute, tout est toujours à redire. Et on passe voilà, dans tous les domaines. Tout le monde sait ce qu'il faut, tout le monde connaît les besoins, mais la mise à niveau nécessite de la réflexion, de l'organisation et des moyens. Et tout ça, je voudrais donner aussi ce message, c'est que vous ne vous rendez pas compte combien vous nous aidez. Donc, quand il y a une mobilisation des patientes, des lettres qui sont faites aux directions, des associations qui viennent voilà, nous solliciter pour vous informer, c'est une reconnaissance. Pour nous, c'est motivant. Et en plus, ça nous aide aussi à porter les messages auprès des ministères. Hein, quand on a travaillé sur le panier de soins de support, voilà, on a donné les grandes lignes. Et puis un jour, on a reçu, sans avoir été réinformé, bien qu'on était dans le groupe de travail, le fait que c'était un forfait de 180 euros et uniquement pour les patientes qui étaient à un an de traitement. Et tout le monde a dit, mais c'est pas normal. Si on le dit, mais que vous, derrière, vous ne nous relayez pas en disant, mais oui, c'est pas normal, vous voyez, à nous tous, on va plus y arriver. Et puis auprès des oncologues, je crois qu'il faut aussi resensibiliser les jeunes. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez vu, enfin, vous avez entendu les prouesses des traitements spécifiques, enfin, les approches d'immunothérapie. Je peux vous dire que nous, on bosse. Hein, il faut tous les jours s'actualiser. On est tous hyper spécialisés sur les voies spécifiques. Et c'est vrai qu'avec tout ça, bah, finalement, la prise en charge de certains symptômes passe un peu à l'as. Oui, on va vous faire cette immunothérapie qui est géniale. Oui, vous allez avoir des boutons. Bon, ben, on va trouver une solution, mais c'est pas assez structuré de ce côté-là. Donc ça, il faut aussi que vous nous aidiez à ce que les jeunes oncologues pensent que derrière la cellule, il y a une femme qui est un peu avec ses difficultés. Et je crois que c'est important de... Mais je crois qu'il faut vraiment voilà, fonctionner comme ça.
Hein, la médecine paternaliste, c'est un autre temps. Et on est aussi voilà, avec des besoins. Donc, j'insiste pour que vous nous aidiez aussi à faire porter les messages. Je crois que c'est important d'entendre finalement cet appel parce que on voit bien que même dans les plus grands centres qui sont structurés avec des départements de soins de support qui offrent un certain nombre de choses, on voit bien que c'est pas si facile d'y accéder, que tout le monde n'est pas au courant, etc. Et comme le soulignait Magali dans le fil, et nous on le lit au quotidien dans le groupe Méta, entre guillemets, de réseau cancer du sein, quand on est en région, dans un petit village, une petite ville, ou soigné dans un plus petit centre ou une plus petite clinique, là, généralement, il y a vraiment, entre guillemets, rien. Donc, c'est quand même aussi une des choses où il y a une difficulté d'équité d'une certaine façon de proposition. Je voudrais aussi, parce qu'on arrive bientôt quand même au terme de notre échange, souligner, je pense, le rôle des associations qui est souvent oublié par les centres de soins. Beaucoup d'associations, justement, proposent des soins de support hors les murs. On a cité Étincelle, Repas de Nage, Juris Santé, enfin, toutes les associations du collectif, j'allais dire, œuvrent en ce sens. Mais il y a aussi de nombreuses associations. La toute première, la plus connue étant la Ligue contre le cancer. Il faut vraiment se renseigner dans chaque département, regarder un petit peu la proposition, parce qu'un certain nombre de soins de support ou de pratiques complémentaires, on va dire, de qualité, peuvent être proposés aussi et financés par les associations, parce que c'est un des points que soulignait Christelle dans le fil, qui dit qu'elle, justement, avec son cancer du sein métastatique, elle pratique beaucoup de soins de support, mais que ça a un effet quand même, j'allais dire, assez coûteux. Enfin, c'est un fardeau financier pour beaucoup de patientes, et c'est une vraie réalité. Donc voilà, c'est vrai que je crois que les soins de support, les patientes sont convaincus, et leurs proches aussi, que c'est essentiel pour mieux vivre. Moi, je voudrais aussi vous rebondir sur quelque chose qui m'a frappée au dernier congrès. J'ai beaucoup apprécié l'idée c'est important aussi de se préparer soi-même à une étape de traitement. Et pour se préparer, finalement, les médecins eux-mêmes disent il faut vérifier que voilà, on n'est pas en anémie, il faut essayer de bien dormir, de ne pas fumer, de faire un peu d'activité physique, etc. Essayer de maintenir entre guillemets cette forme globale, c'est vraiment un atout et ça a été prouvé scientifiquement. Donc voilà, je trouvais que c'était un des enseignements utiles de ce congrès. Alors, l'activité physique adaptée, parce qu'en fait, c'est un peu ça qui est évoqué. Là aussi, il faut savoir qu'on a découvert, voilà, depuis une dizaine d'années, l'importance de l'activité physique pour lutter contre les effets indésirables, pour, en cas de rechute, les rendre moins sévères, d'accord, et éviter les rechutes. Donc, on voit que l'activité physique, par des voies métaboliques autour de l'insuline, etc., sont quelque chose de très important. Et financer des éducateurs activité physique adaptée, c'est un problème difficile. Hein, et pour certains d'entre nous, un peu en clin d'œil, quand on voit les résultats en termes de survie offerts lorsque l'activité physique adaptée est bien menée par rapport à certains traitements qu'on utilise en deuxième, troisième, quatrième ligne, et même dans certaines indications, pour certains traitements adjuvants, hein, dans certains cas, on prescrit les hormonothérapies dont le bénéfice est extrêmement mince parce que le cancer est de bon pronostic, etc. Et c'est un coût pour la société qu'on pourrait basculer sur voilà, des activités physiques adaptées, des éducateurs. Donc c'est pour vous montrer voilà, qu'on est en permanence en train d'essayer d'évaluer et puis qu'il y a un peu de, voilà, comme partout, hein, des luttes d'influence pour revendiquer le fait que cette partie-là, auquel nous, on est très attachés ou très spécialistes, vaut bien plus que certaines autres. Donc, il y a vraiment des débats. Et quand je dis ça, comme oncologue, on scie un peu la branche sur laquelle on est assis, puisque ça peut entraîner à faire moins de traitements médicamenteux, hein, alors que c'est un peu notre job, finalement, de les utiliser à bon escient, évidemment. Écoutez, merci beaucoup, professeur Krakowski, de nous avoir consacré du temps et ces nombreuses réponses. Oui, c'est bien. Merci, Dominique, d'avoir mis les liens, notamment aussi vers la vie autour, qui met en valeur beaucoup d'associations qui œuvrent donc en proximité donc pour les patientes. Merci beaucoup.